fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. Comment que tu parles comme ça, hein? Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi, quand on entend Ils vont voir si je suis pas un bonhomme. on a l'impression que ça veut dire autre chose? Bonjour, c'est Victoire de la Maison Neuve. Et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Dans cet épisode, c'est This Is La Peste, rappeur, mais pas que, qui nous a fait le plaisir de nous donner sa vision éclairée de la masculinité. Et voici d'abord sa définition du bonhomme. Pour moi, un bonhomme, c'est quelqu'un qui assume ses failles et qui se cache pas, quoi, qui assume qu'il a une part de fragilité, de vulnérabilité. Toi, t'es un bonhomme, justement? Moi, je suis un vrai bonhomme, moi. Pourquoi? Parce que justement, depuis assez tôt, particulièrement à l'adolescence où tu te construis avec toutes ces normes que tu ne maîtrises pas et qui te précèdent, j'ai grandi dans un quartier avec tout un environnement criminogène et anxiogène où c'était compliqué de montrer certaines failles en tant que garçon. Et moi, j'ai pas hésité à les montrer, en fait. J'ai pas hésité à les montrer, donc du coup, je considère que selon mes critères à moi, je suis un bonhomme. Et c'est qui les bonhommes de ta vie? Marvin Gaye, Prince. Ouais, je dirais c'est là comme ça, je penserais à ces deux-là particulièrement. Et est-ce que t'en avais dans ton entourage personnel qui étaient des modèles autour de toi? Non, au contraire. J'avais beaucoup de stéréotypes autour de moi. Des stéréotypes du mâle alpha. Un homme c'est ça, un homme ça pleure pas, un homme ça fait ci, un homme ça fait ça. Et tu te reconnaissais pas du tout dans ces tellement modèles-là? pas, parce que je voyais l'envers du décor, en fait. Je voyais l'envers du décor où il y a toujours ce truc d'hyper orgueilleux et tout ça et tout, mais beaucoup de lâcheté souvent derrière, ou des petites mesquineries sur des trucs. Et donc tout l'édifice de l'homme droit et tout ça et tout, tu vois que... Et particulièrement envers les femmes, des lâchetés particulièrement envers les femmes, donc non. Et est-ce que t'as des femmes autour de toi que tu pourrais qualifier de bonhomme? Parce que malheureusement, aujourd'hui, quand on dit bonne femme, ça n'a pas la même valeur que bonhomme, mais on y viendra peut-être. Et est-ce que t'as des bonhommes, des bonnes femmes autour de toi? Mais moi, c'est très cliché, hein, mais c'est toujours, on va dire, encore le rappeur qui parle de sa mère, mais... Moi, ma mère, pas que les rappeurs, hein, qui... bien sûr, mais ma mère, elle a eu une vie de dingue, elle m'a éduqué seule, et là encore, elle a eu un cancer et tout, elle a passé son cancer du sein, c'était dur, mais elle s'est pas plainte une seule fois, elle a pas crié victoire quand elle a réussi, enfin quand elle en était sortie, c'est-à-dire elle fait la guerre et puis c'est normal, quoi. Moi j'ai pas vu d'hommes comme ça, en fait. Autour de moi, j'ai pas vu d'hommes qui ont eu cette dureté de la vie et qui, sans gloriole ni rien, prennent les choses et avancent. Donc ouais, ma mère, c'est un bonhomme de dingue. Est-ce qu'on s'attend plus d'une femme, justement, qu'elle montre ses failles et on trouve que c'est un bonhomme quand elle les montre plus? Est-ce que c'est à l'inverse, du coup? Oui, parce que voilà, on attribue la fragilité toujours avec ce regard de haut et condescendant. La fragilité et tout ce qui est le côté protecteur. Donc la femme, c'est une ancienne petite fille. Donc, tous ces trucs-là, en fait. Et non, moi, je trouve que c'est vraiment des idées qui sont absolument révolues, quoi. Vraiment, hein. C'est pas pour faire le mec. Moi, je l'ai toujours dit dans ma musique, je me réveille pas aujourd'hui parce qu'il y a un vent de féminisme et tout ça. Depuis le début, parce que j'ai été éduqué par ma mère, c'est des choses qui sont ancrées en moi, quoi. Après, je suis pas parfait, j'ai aussi eu des comportements pas cool, forcément, et tout, mais j'ai très vite fait attention. Et justement, à quel moment tu t'es rendu compte que t'avais eu des comportements pas cool? Moi, c'est particulièrement l'adolescence. Quand on est adolescent en 4e, 5e et que ça commence à pousser, à gratter et qu'il y a des filles et des jolies filles et tout, forcément, puis, je sais pas, t'as un espèce de comportement un peu d'animal parfois. Mais au fond de toi, tu sais que c'est pas très bien ce que tu fais ou ce que tu dis ou les insultes que tu peux prononcer ou tout ça et tout. C'est de l'affirmation de soi voilà. mal placée, quoi. Voilà. Et du coup... ça a vraiment été une période assez courte, quoi. C'est pas un truc que j'ai gardé encore à 20 ans, 25 ans. Parce que... c'est-à-dire que moi, je suis tellement sensible qu'il y a un moment où c'est pas une question de fille ou de garçon, c'est
C'est un être humain que j'ai en face de moi, et faire souffrir quelqu'un, c'est quelque chose que j'aime pas, en fait. Donc du coup, bah, je fais attention, quoi. J'ai vite fait attention. Est-ce que tu te souviens de l'enfant ou de l'adolescent que t'étais, s'il y a une période qui est plus marquante pour toi? Est-ce que t'étais un petit garçon comme les autres? Est-ce que t'étais ce qu'on attend d'un petit garçon de sexe masculin, entre guillemets? Alors moi, c'est très compliqué parce que j'ai grandi qu'avec ma mère, sans frère ni sœur. Donc j'avais pas trop de référents, en fait. J'avais pas de référent pour me dire un garçon ça se comporte comme ça. J'avais pas de père, donc j'avais pas de figure paternelle pour me dire non truc. Donc du coup j'ai pas de référent, donc je sais pas. Je peux pas répondre à ça. Après dans ton environnement, je sais que tu l'as dit, mais que t'as grandi dans un quartier difficile. Il devait y avoir d'autres pères masculins. Il devait y avoir des références masculines qui devaient être particulières et propres à cet environnement-là. Puis tu devais avoir des copains garçons comme des copains filles. Bien sûr. Comment c'était quoi ton rôle là-dedans Dans un quartier, tu te construis forcément, mais je pense que c'est un peu partout, entre... t'es soit le lâche, soit le courageux. Donc ça va par la bagarre, ça va par faire une connerie, par plein de trucs comme ça. Et moi, j'étais ni l'un ni l'autre, parce que je suis quelqu'un d'assez orgueilleux, je dirais plutôt digne. Donc me faire rabaisser, c'est impossible. Donc je pouvais me bagarrer, mais... j'évitais la bagarre parce que j'aime pas ça et tout. Donc du coup, bah, moi, c'était un petit peu la voie du milieu. C'est-à-dire que je suis pas un lâche, mais je suis pas non plus le mec qui veut toujours prouver qu'il a une grosse paire de baloches et que personne peut le tester et tout. C'était pas mon truc. J'essayais plutôt d'être dans la normalité. Donc j'arrivais à désamorcer pas mal de choses avec l'humour, avec des références ou avec ce que je disais à côté. Ou bon, bref. Voilà. Et tu te souviens à l'époque des modèles masculins un peu célébrités que vous aviez au collège ou avant ? Que vous admiriez? Bah moi, mon époque, c'était dans le hyper popcorn et pop culture, c'était Schwarzenegger et Sylvester Stallone, donc Rocky et Terminator. C'est dans la puissance c'est physique, la puissance, les muscles, tout ça. Mais aussi Al Pacino dans Scarface, mais aussi Robert De Niro et tous ses films, tout ça. Donc c'est vraiment... c'est le mâle alpha, fier, bagarreur, tout ça et tout. Tout ce qui est venu après, dans les années 2000, métrosexuel et tout ça et tout, ça c'est venu bien après. Mais moi, il y avait ces figures-là au cinéma, mais moi j'écoutais Prince. Et Prince, c'est l'androgynie, beaucoup plus ambigu, beaucoup plus de fragilité. Il y a un morceau qui s'appelle If I Was Your Girlfriend, où il prend la voix d'une femme. Donc tout ça, c'est quelque chose que j'écoutais et qui m'inspirait. Et qui était considéré pour tous ceux qui étaient justement de l'autre côté, ça y est, t'es un homo et tout ça et tout. Ah ouais. Voilà, donc c'était compliqué, mais c'était cool. Est-ce que t'as eu, je rebondis sur ce que tu viens de dire, mais est-ce que t'as eu, comme beaucoup de garçons à l'adolescence, justement cette peur qu'on pense que t'es homo, ou cette peur même de l'être? Parfois, les garçons racontent qu'il y a un moment, ils se disent « Ah, je sais pas, j'ai peur d'être homo ». Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Non, parce que en fait, je pense que j'étais suffisamment à l'aise avec ça, le fait de grandir qu'avec ma mère. Justement, tout ce qui était fragilité et sensibilité, ça ne me faisait pas peur. Et j'aimais énormément les filles. J'étais très porté sur les sentiments et j'étais très fleur bleue très tôt. Et comme tout être humain, je me suis posé la question si je pouvais être attiré par un homme et tout. Et non. Mais vu que j'étais à l'aise de l'autre côté, je voyais pas ça comme quelque chose de honteux ou je sais pas quoi en fait. Parce que malheureusement, c'est perçu comme une critique à un âge où on n'est pas encore sûr de soi. Mais oui, bien sûr. Après, j'étais pas, comment dire, j'étais pas, j'allais dire, confronté à ça parce que j'étais plutôt beau garçon, j'avais du succès avec les filles et tout, donc même si j'avais des goûts ou que je lisais des bouquins ou tout ça et tout, on aurait pu dire que j'avais toute la panoplie de l'homo, mais vu qu'on me voyait tout le temps avec des filles, oui, ça rassurait voilà. Mais moi, je m'en foutais en fait. C'était pas important pour moi ça. Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et justement, on tourne autour quand on parle du genre masculin, c'est la notion de virilité qui passe par les attitudes, mais aussi par le corps. Déjà, c'est quoi pour toi être viril? C'est un mot qui est très complexe, qui pour moi c'est très très complexe parce que
tout dépend de la grille de lecture qu'on a sur les différences entre l'homme et la femme. Si on est dans le cliché et qu'on est dans cette espèce de tradition judéo-chrétienne de la femme hyper christique, la femme enfant pure, tout ça et tout, bon, bah, on va penser que la virilité, c'est tout ce qui est à l'inverse, le côté un peu rugueux, un peu tout ça et tout. Alors que moi, je suis un homme, j'ai de la virilité naturelle, mais elle n'est pas basé sur forcément un truc de hyper protecteur, hyper brutal et d'opposition à tout ça, parce que j'ai aussi ces qualités-là de fragilité, de naïveté et tout ça. Donc c'est compliqué pour moi de définir la virilité, c'est compliqué. Mais donc tu te trouves viril dans ta propre définition? C'est pas que je me trouve et que j'ai pas de définition. C'est que je sais que je suis viril parce que dans mes relations avec les femmes, les relations que j'ai eues, elles étaient attirées par ça aussi. Donc ça veut dire que j'ai une part de virilité. Et c'était quoi? C'est des qualités physiques en ce qui te concerne, hein? Physique, plutôt ce côté justement protecteur, ce côté rassurant. Je pense que c'est ça. Et même pour être le plus honnête possible, c'est qu'à un moment, quand tu fais l'amour, bah, il y a des espèces de... Ouais, il y a une virilité naturelle qui fait que bah, ça se passe comme ça. C'est quand même lié au corps et à l'attitude, quoi. Je pense, ouais. Et justement, est-ce que tu es à l'aise, et tu l'as toujours été, avec ton apparence physique? Enfin, ton corps et ce qui en... Alors, non, pas avec mon apparence physique, mais avec mes armes de séduction massive. C'est très prétentieux, je suis désolé, mais au moins, je suis honnête. Tu peux être lucide en étant... Voilà, au moins je suis honnête, mais moins avec mon corps. C'est vrai que soit j'étais trop maigre, ou soit j'étais trop gros. Voilà, donc ça c'est un peu compliqué, mais là... J'étais gros avant, visiblement. Non, j'étais très maigre quand j'étais plus jeune. Très très maigre, et puis après quand ça a commencé à marcher la musique et que j'ai gagné des sous, j'ai commencé à m'empâter un petit peu, donc du coup après j'ai fait le yo-yo, mais là je suis dans une bonne période là. C'est quoi, c'est le sport qui permet le sport, ouais, le sport et le fait de bien manger et d'être bien dans sa tête aussi. Tu fais quoi comme sport? La boxe anglaise. Ah oui, ok. Ouais. Ah oui, tu parlais d'armes de séduction massive, c'est quoi ces armes de séduction massive? Si tu veux pas dévoiler ta recette, ah non, il n'y a pas de problème, mais je pense que justement c'est ma sensibilité. Je pense que c'est ça qui a fait que j'ai plu aux filles auxquelles j'ai plu. C'est que je me distinguais par ça, en fait. Et je l'assumais. Donc, du coup, bah, c'était un peu mystérieux, un peu intriguant. Et t'es un romantique? Enfin, c'est un mot que j'aime pas trop. Fleur bleue, tu préfères? Je préfère fleur bleue. Oui. C'est un mot que j'aime pas trop parce que dans romantique, il y a toute une construction hyper... un petit peu bourgeoise. Et c'est encore appartenir à quelque chose. Et pourquoi? Pour le courant Pour le courant et pour tout ça, pour le courant artistique et littéraire et tout ça et tout. Et alors que il n'y a pas besoin de mettre un mot spécial et de faire un sort au fait d'être juste sensible, humain et avoir de l'empathie et être dans l'affection. Il n'y a pas besoin de le ranger ou de le mettre dans quelque chose, un courant qui appartient à une certaine catégorie de personnes. Pour moi, ça appartient à tout le monde, la sensibilité et l'affection. Pourtant, les garçons, ils ont moins de mal, en tout cas ceux que j'ai interviewés dans le podcast et ceux avec qui je parle, ils ont moins de mal à dire qu'ils sont romantiques versus qui sont fleurs bleues. Ouais. Il y a fleurs et puis fleurs bleues, c'est... Tu vois ce que je te disais, Victoire, que je me distinguais toujours. J'ai pas fait exprès, je me distingue encore. Donc la réponse à ma question plus tôt, c'est oui, t'étais pas un garçon comme les autres. Ouais. T'avais ce sentiment-là. Ouais. Dans le rap... Et j'entends dans le côté artistique et dans la forme, pas dans le fond, il y a un rapport à la virilité qui est souvent lié à la prétention. Tu parlais d'être prétention ou pas. Et souvent se comparer aux autres en se sentant supérieur. Enfin, t'as pas besoin que je te fasse de citation de notre rappeur pour voir de quoi je parle. Est-ce que c'est une particularité exacerbée un peu de cette posture masculine? Est-ce que c'est juste... On peut dire que c'est typiquement masculin? Et que c'est un truc d'homme de vouloir se sentir supérieur et d'être prétentieux et de parler de la taille de son membre en disant que c'est une troisième jambe ou... Alors, non, parce que je dirais que quand on regarde, en tout cas dans le rap, et qu'on regarde les rappeuses, entre elles, reproduisent ce même mécanisme de j'ai des plus grosses fesses, j'ai des plus gros seins, je suis plus une bitch que toi, je suis plus que ci, je suis plus que ça, j'ai plus d'argent, j'ai plus de trucs. Donc... après, est-ce que c'est parce que... Et sûrement... Moi, j'entends plutôt des comparaisons, mais alors peut-être j'ai pas tout écouté, qui sont entre les filles, mais qui sont à peu près sur les mêmes choses que les hommes, quoi. C'est moi, si je te croise, je gagne, quoi, un combat en face à face, ou oui, j'ai plus d'argent, je suis plus dangereuse, quoi. Non, j'entends pas forcément... Si, il y a le concours de protubérance physique. Ah ouais. Si, ouais.
Bah oui, Ce quand que- on ce que regarde je peux Nicki comprendre en même Minaj, et temps. quand on regarde Cardi Mais B, et quand on ça regarde tout encore, ça. souvent, alors c'est un débat à avoir, mais on se demande si c'est pas dans le regard des hommes, c'est une valeur féminine que d'avoir plus de ce qu'il faut là où il faut. Mais bon, Je sais à pas. débattre. je Alors pense. ouais, à débattre. Je sais pas, parce que quand même, enfin, je sais pas, les femmes sont parfois complexées par leur corps, et c'est pas forcément vis-à-vis des hommes. Elles peuvent trouver des seins plus beaux parce qu'ils sont un peu Bien plus sûr. gros, un peu plus ronds, ou plus en forme de poire, ou je sais pas. Elles peuvent trouver ça plus joli chez une autre que chez elles, donc et indépendamment des hommes en fait, elles peuvent trouver ça aussi plus voluptueux, pardon. Je pense que les femmes, elles ont pas tout le temps besoin des hommes pour se. Je suis bien d'accord. Pour Mais ce- parfois, on Et tant sous-estime mieux, à quel d'ailleurs. point notre jugement sur nous-mêmes et notre propre corps, je Ah oui. pense, a été formaté Ah bah par ça- le désir masculin. Ah, ça c'est sûr. Ça par contre, je suis d'accord. Mais du coup, oui, Dommage, donc, d'ailleurs. selon toi, c'est pas typiquement masculin. C'est pas parce que le rap est un milieu essentiellement masculin au départ Bah si. que. Ah bah si. Si. Bah si, forcément. Forcément, mais c'est pas spécifique au rap. Je pense que tout ce côté hyper viril et tout ça, enfin le cliché du blouson noir et du rock et des yéyés des années 60-70, c'était pareil, quoi. C'était l'hyper mec, Ouais. la moto. Complètement. C'est pas spécifique au rap, c'est spécifique à la stupidité de l'homme en général, peu importe les époques et peu importe toute l'histoire. Enfin voilà, quoi. Ça a toujours été la stupidité de l'homme, quoi. Sauf que dans le rap aujourd'hui, c'est utilisé comme une forme et presque comme de l'art, quoi. Qu'il y a ce truc de l'ego trip où c'est presque comique maintenant et les rappeurs l'utilisent avec humour. Ouais, c'est devenu même un cliché, je pense. Ouais. C'est devenu un cliché. Et tu parlais de failles Ouais. tout à l'heure. Est-ce que tu saurais nommer ta plus grande faille, si c'est pas indiscret? Non, c'est pas indiscret. En fait, c'est pas que je sais pas, c'est juste que c'est même pas d'être plus à l'aise, c'est que c'est justement pour ça que je fais de la musique et de l'art en général, c'est que c'est plus facile pour moi d'en parler en musique que comme ça en fait. Donc c'est pas pour me cacher ou quoi que ce soit, hein, c'est juste que même là je saurais pas dire exactement parce que il y a pas une plus grande, il y a plein de failles. Il y a plein de failles. Mais tu l'exprimes peut-être assez pour que ça soit réparti. Ouais, mais si je devais vraiment dire quelque chose, c'est que je supporte pas faire du mal aux gens, en fait. C'est vraiment quelque chose qui m'attriste beaucoup. Mais c'est compliqué de vivre avec ce sentiment-là, parce que parfois, quand tu veux pas faire du mal aux gens, c'est à toi que tu fais du mal. Donc c'est très compliqué. Et ta plus grande fierté? Il y en a tellement aussi. Ouais, je sais Mais pas. ça, c'est bien, c'est que c'est une belle réussite. Je crois que ma plus grande fierté, aujourd'hui, je le dis aujourd'hui parce que je suis à l'aise avec ça aujourd'hui, ça aurait été il y a 10 ans, ça aurait été problématique, c'est que j'ai réussi à chaque fois, que ce soit une erreur ou un succès, à oser montrer qui j'étais. Oser me montrer, oser me tromper, oser rater puis recommencer. C'est-à-dire que j'ai pas peur de... J'ai pas peur d'essayer, en fait. Ça, c'est vraiment une fierté pour moi. Ma victoire, elle est là, en fait. Pour moi. Toi, moi, n'importe qui. Personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. T'as 5 enfants. Mhm. Si je suis bien informée, c'est 2 garçons et 3 filles. Déjà, dans une famille nombreuse, comment ça s'articule la vie de famille entre ta femme, toi, et puis même tout court, quoi. Comment... Le plus compliqué, c'est justement d'avoir conscience de tout ce dont on a parlé avant, mais que malgré tout, inconsciemment, il y a des espèces de systèmes qui se mettent en place. Je vais te donner un exemple. J'ai une dernière petite fille qui a 2 ans et demi, et par exemple, des fois, je dois partir pour aller faire une course ou je sais pas quoi. Et je me souviens que inconsciemment, je disais à ses grandes sœurs de s'occuper de la petite sœur. Inconsciemment. Parce que la petite sœur aussi était plus proche de ses grandes sœurs que de ses frères. Sauf que je privatisais, on peut dire, ou j'empêchais quand, par exemple, ces 2 grandes sœurs avaient des devoirs à faire et tout ça et tout, ou que juste elles voulaient vaquer à leurs occupations, et automatiquement, c'était toujours elle qui était un petit peu prise en otage par la petite. Et donc j'ai dû moi-même réfléchir et dire mais pourquoi automatiquement tu dis aux grandes sœurs alors que les frères aussi peuvent s'en occuper? Et puis en plus, ça empêche les garçons de se responsabiliser exactement, là où... Exactement. Parce que surtout les trucs de ménage, de partage des tâches quotidiennes, ça c'est évident. Donc ça, j'ai vite fait, dès le départ, j'ai fait attention.
à ça. Mais sur ça, c'est quelque chose où je faisais pas attention. Et du coup, j'ai fait attention à ça. Donc chaque détail compte. Ouais, c'est bien d'être conscient, mais après c'est tellement... Enfin, c'est vrai qu'on se rend compte que parfois le diable est là où on l'attend pas. Ah ouais, mais diable. c'est... Oui, non, mais je comprends. Mais faut faire très très attention. Et quand on devient père d'une fille, est-ce que ça change notre rapport à la masculinité ? Non, pas moi, pas sur moi en tout cas. Moi, je voulais une fille dès le départ. J'ai eu 2 garçons au premier, très bien, je les aime à la folie. Mais moi, je voulais vraiment des filles et tout. Moi, ça m'a pas... J'ai pas fait... En fait, c'est dès mon premier enfant que ça a changé. Ça a pas changé ma masculinité, ça a changé la personne que j'étais. C'est-à-dire que quand je conduisais, je m'en foutais, je conduisais, je pouvais aller vite et tout truc. À partir du moment où j'ai eu mon premier enfant, je me suis dit, si t'arrive quelque chose, bah, tu vas laisser quelqu'un. Et donc, ça m'a responsabilisé sur mon existence, en fait. Et est-ce que ça change pas des croyances qu'on a justement, tu disais la petite fille, c'est le côté dans l'univers un peu, dans le conditionnement qu'on a commun. La petite fille, c'est pur, ça doit être traité d'une certaine manière. Est-ce que justement, ça désacralise pas ça ? Non, j'ai pas attendu ça. Moi, j'ai grandi avec ma mère, donc y a pas de... déjà... Moi, en fait, inconsciemment, je le sais aujourd'hui maintenant, je voulais des filles parce que je voulais quelque part qu'elles vengent toutes les femmes de toute l'histoire de la planète. Mais vraiment, c'est pas pour faire mon féministe truc, hein. C'est juste que par rapport à ce qu'a vécu ma mère, je voulais créer des prototypes de femmes qui allaient mettre à l'amende les hommes, en fait. Parce que c'est trop d'injustice. J'ai vu trop d'injustice sur les femmes. Trop. Et aujourd'hui, tes filles, ça reflète bien l'image que t'en avais ou les souhaits que t'en avais ? Bah après, ce qui est compliqué, c'est qu'il faut pas tomber dans l'excès inverse où tu laisses pas l'être humain être ce qu'il a envie d'être. Donc c'est très compliqué. En tout cas, j'essaye encore de leur donner une cartographie du monde où tout ce qui est les femmes ci et les hommes ça, qu'elles ne se... Limite pas ? Ouais, non, vraiment pas. Et c'est important quand on a des réflexions sur la masculinité et qu'on est féministe, c'est de se demander comment on élève un bon garçon. Comment on en fait un homme féministe ou comment on en fait un homme bon et un bonhomme tout simplement. Est-ce que t'as des pistes de réponse à ça maintenant que t'es papa ? Ou qu'est-ce que t'appliques toi à... Tout ce que j'ai expliqué là, c'est-à-dire que que tous ces privilèges d'hommes ils soient remis en question dès le départ et que justement qu'on arrive à faire la distinction, même pour mes garçons justement, qu'ils arrivent à faire la distinction entre ce qui tient justement du privilège parce que t'es un mec et de ce qui est normal, on va dire. Mais moi, je leur ai expliqué justement en sachant que je suis passé au stade de l'adolescence en 4e, 3e, que ça y est, je commençais à être un ouf sur les meufs et que je leur ai expliqué que justement, il y avait certaines choses que je regrettais, mais des petits trucs, hein. C'est vraiment des petits trucs. Enfin, je dis que c'est un petit truc, mais quand t'es adolescent, c'est un petit truc. Je sais pas, moi, dégrafer le soutien-gorge d'une fille qui est en face de toi en cours, c'est un truc de con. Et pourquoi tu fais ça, tu vois ? C'est regrettable. Ce qui est plus regrettable, c'est le faire quand t'as passé un certain âge. Mais justement, leur expliquer que... ils ont des sœurs. Est-ce qu'ils aimeraient bien qu'on fasse ça à leurs sœurs ? Est-ce qu'ils aimeraient bien qu'à eux, on leur tire le caleçon ou voilà, c'est essayer de faire des transpositions pour qu'ils comprennent en eux-mêmes que chaque acte a une répercussion. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super, partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.